En 1890, le chancelier Otto von Bismarck est limogé du jour au lendemain par l'empereur Guillaume II, à la suite d'une violente querelle ayant opposé les deux hommes au sujet de l'exercice du pouvoir. Pendant près de 30 ans, Bismarck a dominé la vie politique en Prusse et en Allemagne. Sans l'action du chancelier de fer, l'Empire allemand n'aurait pas vu le jour. Pourtant, il est chassé du gouvernement comme un malpropre. Il a été renvoyé sans aucun remerciement, sans cérémonie. Quel outrage d'être ainsi viré comme un simple domestique. Cela a profondément blessé Bismarck, qui en a ressenti une grande amertume. Le vieux chancelier ne s'avoue pas vaincu pour autant. À 75 ans, il se lance dans son dernier grand combat. Les gazettes sont inqualifiables. Ce n'est que racontard et mensonge. Le peuple doit se réjouir d'être débarrassé de moi s'il croit ce qui est écrit. C'est pour ça que nous devons écrire votre version des faits. Oui, et au moins une chose est sûre, c'est moi qui ai donné ma démission. Où est-ce que j'ai mis cette lettre? Elle doit être par là. Oui. Recopiez-la. Je la veux telle qu'elle. Je croyais que c'était l'empereur qui vous avait suggéré de quitter votre poste 3 jours auparavant pour des raisons de santé. Je suis en parfaite santé, Bucher. C'est cet empereur, ce ridicule pantin imbu de sa personne. C'est à cause de lui si cette dispute a commencé. Moi, je n'y suis pour rien. Je ne jure que par les socialistes. Cette vermine me mène par le bout du nez. Il a modifié l'ordre du cabinet. Moi, le chef du cabinet, je ne peux plus m'adresser directement à mes ministres. Désormais, c'est un droit qu'il se réserve. Je n'ai plus rien à dire. Il veut que tout le pouvoir soit entre ses mains. Donc, c'est lui ou moi. Vous saviez qu'il voulait régner seul. Ça paraissait pourtant évident. Celui qui cherche reconnaissance et gloire doit d'abord se débarrasser du capitaine. On ne chasse pas un chancelier comme on met un domestique à la porte. En tout cas, pas moi. C'est à moi qu'on doit ce que cet empire est devenu. Sans moi, ce naïf ne serait certainement pas là. Tenez, ceci passera à la postérité, notez-moi ça. C'était pour mon 70e anniversaire. Une lettre de l'empereur Guillaume Ier, que Dieu ait pitié de lui. Il m'avait envoyé ses remerciements pour l'inoubliable moment de la maison Hohenzollern, lequel ne pourra jamais être évoqué sans que ce ne soit là l'occasion de se rappeler le mérite qui est le vôtre. On ressent chez cet homme une certaine dureté dans les yeux. Tous les témoins de l'époque ont mentionné son regard pénétrant qui intimidait tant ses interlocuteurs. D'un autre côté, on y lit aussi de la tristesse, du désespoir. Je sais, d'après le récit de ses proches, qu'il éclatait souvent en sanglots en se jetant sur son lit. Le pouvoir agissait sur lui comme un alcool fort. Il souffrait de nombreuses maladies.
Troubles de la vue, bourdonnement d'oreilles, névralgie faciale, gouttes, sans oublier les calculs biliaires, les gastrites et les phlébites. Il souffrait aussi d'insomnie, de zona, lumbago et j'en passe. Peu de personnes savent qu'au cours des 15 dernières années de sa vie, il ne pouvait dormir sans prendre de la morphine. Je dois bien souvent attendre 7 heures du matin avant de réussir à m'endormir. Et ce qui est le plus pénible, c'est que pendant ces longues heures où je cherche le sommeil, les seules choses auxquelles je pense, ce sont les problèmes que j'ai pu avoir. Je n'ai jamais une pensée agréable. Alors, quand je me sens trop énervé et affaibli, je me mets à lire. J'aime les poètes allemands. Ce qu'ils écrivent m'apaise. La petite gare de Friedrichsruh se trouve sur la ligne ferroviaire reliant Hambourg à Berlin. Le chancelier Bismarck s'y rendait régulièrement à l'époque où il faisait la navette entre la capitale de l'Empire allemand et sa résidence princière, le château de Friedrichsruh, dans la forêt de Saxe. Après sa destitution, il continue d'y recevoir des invités officiels. Friedrichsruh est devenu la tour d'ivoire où il passe les dernières années de sa vie, le plus souvent en compagnie de ses chiens, ses plus fidèles compagnons. La gare, qui n'est plus desservie depuis longtemps par les grandes lignes, accueille depuis 1996 la Fondation Bismarck. C'est dans une pièce étonnamment petite que sont conservées les archives personnelles de Bismarck. On y trouve des documents familiaux, des titres de propriété de la forêt de Saxe, ainsi que la correspondance du chancelier, notamment la lettre de l'empereur Guillaume II qui scelle son départ en 1890. Dès les premières lignes de ce document, on peut voir l'état d'esprit qui animait Bismarck et Guillaume II. Mon cher prince, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris par votre requête du 18 courant votre décision de démissionner des fonctions que vous exercez depuis de longues années avec une réussite incomparable. Bismarck n'était bien évidemment pas du tout disposé à quitter ses fonctions. Il y a été contraint par Guillaume II. En 1888, le prince Frédéric Guillaume de Hohenzollern devient le nouvel empereur de Prusse, à la suite du décès, au cours de la même année, de son grand-père Guillaume Ier et de son père Frédéric III. Mais le jeune souverain manque encore de maturité pour exercer le pouvoir. Tout d'abord, l'empereur avait 29 ans. Bismarck était à ses yeux un grand-père. Or, quel jeune homme aimerait écouter les sermons de son grand-père? Par ailleurs, l'empereur était une personnalité brillante, instable et charismatique, et il était entouré de flatteurs. Les deux hommes s'affrontent avec véhémence au sujet de la politique extérieure et des lois antisocialistes, en particulier sur l'intention de Bismarck de faire intervenir l'armée pour réprimer la grève des mineurs dans la Ruhr. L'empereur ne voulait absolument pas que le début de son règne soit entaché de sang. Ils ont eu une violente dispute à ce sujet, et bien entendu, l'empereur a eu le dernier mot. Le journal satirique anglais Punch publie une caricature montrant un pilote quittant le navire de guerre Deutsches Reich, chassé par le nouveau commandant. Bismarck a soif de vengeance. Il commence à dicter ses mémoires à son proche conseiller, Lothar Bucher. Elles paraîtront plus tard sous le titre « Pensées et souvenirs ». Il entend révéler sa vérité au monde, asseoir sa réputation de grand chef d'État et dévoiler au grand jour l'incompétence de l'empereur Guillaume II.
Ce sera le dernier combat de Bismarck qu'il mènera en parallèle sur 2 fronts, contre l'empereur et contre ses vieux démons. Vous savez, Votre Altesse, le mieux serait peut-être que vous me racontiez. Que je raconte quoi? Une fable? Et si vous commenciez par le début, votre naissance, ensuite vous pourriez parler de vos parents. Non, ne croyez pas que ce sera aussi facile. Et puis d'ailleurs, je ne crois pas que les Allemands aient vraiment besoin de savoir ce que je pense de mes parents. Il s'agit de toute autre chose, Bauer. Votre Altesse, il va pourtant falloir commencer quelque part. D'accord. Alors écrivez. C'est en 1832 que j'ai quitté les bancs de l'école. Après l'obtention de mon baccalauréat comme tout autre élève. J'étais alors panthéiste. Et, sans pour autant être républicain, j'étais convaincu que la République était la forme de gouvernement la plus raisonnable. Vous n'écrivez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez toujours détesté la République. Tous ceux qui étaient contre la monarchie ont été déclarés ennemis de l'État. Je n'ai pas l'intention d'écrire de mensonges. Dans ce cas, mieux vaut ne rien écrire du tout. Nom d'un chien, voudriez-vous, s'il vous plaît, avoir l'obligeance d'attendre que je sois allé au bout de mon propos? Évidemment que je détestais ces vermines de républicains. Ils ont empoisonné toutes les écoles de Prusse avec leurs idées rationalistes et libérales. Vous allez comprendre où je veux en venir. Écrivez. Ces idées n'étaient cependant que des théories. Et elles étaient de loin insuffisantes pour faire disparaître la foi qui m'habitait depuis mon plus jeune âge envers notre monarchie. Qui plus est, j'ai toujours montré ma préférence pour les gouvernements qui n'hésitaient pas à asseoir leur autorité. Otto von Bismarck naît le 1er avril 1815 au domaine de Schönhausen, dans la Saxe. Son père, Ferdinand von Bismarck, issu d'une vieille lignée d'aristocrates, est un homme débonnaire et insouciant. Sa mère, Louise Wilhelmine Mencken, descend d'une famille de hauts fonctionnaires. Son père était le secrétaire de cabinet de Frédéric le Grand. C'est une femme ambitieuse. Quand j'étais enfant, je détestais ma mère. Elle voulait que j'apprenne sans cesse et que je devienne quelqu'un d'important. J'avais souvent le sentiment qu'elle était stricte et froide avec moi. Plus tard, pour me libérer de son emprise, il a fallu que j'excelle dans le mensonge. Et cela s'est avéré fructueux. J'aimais profondément mon père. Quand je n'étais pas à ses côtés, j'avais des remords à m'être mal comporté envers lui. Combien de fois avais-je répondu à l'infinie tendresse qu'il avait à mon égard par de la froideur et de la morosité. Ses parents n'étaient pas heureux en ménage, ce qui lui était difficile à vivre. À 6 ans, il a été placé dans un internat de garçons à Berlin, le Plamansche Anstalt. L'éducation y était très stricte. On réveillait les jeunes élèves à 5 heures du matin à coups de rapière, puis ils devaient faire le tour du bâtiment en courant et ne prenaient leur petit déjeuner que bien plus tard. De plus, ils subissaient des châtiments corporels. Adulte, Bismarck écrira souvent à sa femme Johanna combien il a souffert de la froideur de sa mère.
Il poursuit des études de droit, puis devient avocat stagiaire. Inscrit dans une corporation d'étudiants, il laisse surtout le souvenir de ses frasques, beuveries et dettes de jeu. Il finit par tourner le dos à sa carrière dans l'administration. Il ne s'est plus jamais senti chez lui dans la demeure familiale. L'être humain ne peut pas maîtriser et diriger le temps. Il ne peut que le suivre et essayer de garder le cap. Il lui faut tout de même de l'expérience et de l'habileté. Il peut chavirer et faire naufrage, mais il peut aussi poser l'ancre dans des ports accueillants. À la mort de sa mère, en 1839, Bismarck reprend les rênes du domaine familial en Poméranie orientale et se lance avec succès dans l'agriculture. Lorsque son père meurt à son tour, il s'occupe également des terres de Schönhausen. Savez-vous ce qui se dit à Berlin? On raconte que l'empereur souhaiterait que vous fassiez la paix. La propagande. Il ne fait ça que pour plaire au peuple. Votre Excellence, vous êtes un homme politique. Vous ne pouvez pas vous retirer ainsi. Si la foudre me frappait à cet instant, notre empereur se sentirait bien mieux, croyez-moi. Bucher, nous nous connaissons depuis combien de temps? 30 ans, depuis que vous êtes venu me chercher au ministère des Affaires étrangères. Donc, vous savez combien je déteste les principes. Mais c'est comme ça, moi, on ne me renvoie qu'une fois. Je préférerais encore travailler personnellement avec le diable que de passer ne serait-ce qu'un jour avec cet empereur. Bucher, la situation est grave. Il va détruire tout ce qu'on a bâti. Bucher était très dévoué à Bismarck. Bucher avait un lourd passé, c'était un homme de gauche, un socialiste. Il avait fait de la prison. Bismarck l'avait embauché parce qu'il était brillant et qu'il entretenait des liens avec Ferdinand Lassalle, que le chancelier appréciait. Bucher était un conseiller fidèle. Il devait toute sa carrière à Bismarck. En 1848, lorsque Bismarck apprend les premiers succès de la Révolution de mars à Berlin, il décide d'armer ses paysans de Schönhausen et appelle à la contre-révolution. Mais le roi de Prusse le freine dans son élan. Parmi les conservateurs, Bismarck fait figure de réactionnaire partisan d'une ligne dure. Il tombe amoureux de Marie von Taden, la fiancée de son meilleur ami. Après la mort inattendue de Marie, Bismarck épouse en 1847 Johanna von Puttkamer, une jeune fille très croyante, férue de piano. De leur union naîtront 3 enfants. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir jusque-là. Sans Dieu, sans toi, sans enfant. Je me suis défait de mon ancienne vie comme on retire une chemise sale. Et j'ai été comblé de bonheur à un point que je n'aurais plus osé imaginer. Car j'ai épousé une femme. Une femme d'une intelligence rare. Une femme d'une infinie noblesse d'âme. Elle était aimable et facile à vivre. Je n'avais encore jamais rencontré une femme comme elle. Die beiden haben sich über 1000 Briefe geschrieben. Ils se sont écrits plus de 1000 lettres. Ils s'écrivaient même lorsqu'ils n'étaient pas très loin l'un de l'autre. Quand Bismarck n'était pas à Saint-Pétersbourg, mais à proximité, ils correspondaient quand même. Ils éprouvaient un grand besoin d'échanger et de communiquer. On pourrait même dire que Johanna était un peu sa thérapeute. À Berlin, les forces ultra-conservatrices le nomment représentant du royaume au Parlement de Francfort, un poste clé de la diplomatie prussienne. Pourtant, Bismarck déçoit les Junkers, car il ne prend pas parti pour la petite noblesse, mais se montre favorable à une Allemagne forte. Après plusieurs mandats à l'étranger, il obtient son premier triomphe en 1862
lorsque le roi Guillaume Ier le nomme ministre-président de Prusse. Vous m'avez l'air songeur. N'en avons-nous pas fini pour aujourd'hui? Je relis ce que vous m'avez dicté. On dirait que vous aviez élaboré un plan. Par exemple, le 18 septembre 1862, vous avez reçu un télégramme du ministre de la Guerre, Roon, à Paris. Periculum in mora, dépêchez-vous. Je m'en souviens très bien. Péril en la demeure. C'est ce qu'il a écrit au mot près. Oui, et quelques jours plus tard, alors que tout le monde vous croyait encore à Paris, vous étiez devant le roi Guillaume au château de Babelsberg. Vous, le nouveau ministre-président de la Prusse, bataillant pour le convaincre de changer d'avis. Vous vouliez à tout prix qu'il n'abdique pas. Et tout à coup, voilà que vous devenez celui dont tout le monde se méfie. On m'avait demandé de revenir parce qu'il n'y avait que ça à faire. Aurait-il fallu que sous la pression des libéraux, le roi cède sa place? Ils avaient la majorité au Parlement. Ils empêchaient la réforme de l'armée. Le Parlement avait décidé de bloquer les millions que le roi allouait au budget du ministère de la Guerre. Et il y avait la femme du roi, Augusta, qui ne lui fichait pas la paix. Elle voulait qu'il cède la place à son fils, pour ne pas gouverner contre la volonté du peuple. Bocher, s'il avait abdiqué 3 semaines plus tard, la situation en Prusse aurait été la même qu'en Angleterre. Et au bout de 6 semaines, les troupes russes et françaises nous auraient probablement écrasés. Je vous crois. Mais alors, quel était l'intérêt de vous faire passer pour un oppresseur? Regardez les journaux. Il n'a été question que d'indignation. Ce n'est pas le libéralisme de la Prusse que nous jalouse l'Allemagne. Ce qu'elle nous envie, c'est notre pouvoir. Ce n'est pas avec des votes et des palabres qu'on répondra à toutes les grandes questions de notre époque. Ce sera par le sang et par le fer. L'erreur a déjà été commise, rappelez-vous, 1848 et 1849. J'en suis toujours convaincu. Basta. Ce que vous prépariez, c'était un coup d'État, et ça a marché. Avec l'appui du roi et de l'armée, vous vous êtes retourné contre le peuple et ses représentants. Vous allez un peu trop loin, Bocher. C'était pourtant votre plan. Obliger le peuple à vous soutenir pour réaliser votre grand projet. Si vous voulez que Dieu se moque de vous, vous n'avez qu'à lui dévoiler ce que vous avez l'intention de faire. Il n'y avait pas de plan. Je me suis contenté d'attendre. Bismarck a toujours voulu être le fidèle serviteur de Guillaume Ier, un homme doux et compréhensif, comme l'était le père du chancelier. Pendant plus de 30 ans, ils entretiennent une amitié sincère, bien que parfois orageuse. Ils se disputent souvent au sujet de leurs épouses, et Bismarck menace de démissionner lorsque le roi refuse de suivre sa politique autoritaire. Le roi a toujours pris la mesure de la personnalité de Bismarck. Il se disait qu'il ne pouvait pas se passer de ses services et que pour le garder à ses côtés, il devait supporter ses insultes, ses explosions de colère, son caractère instable. C'était une forme d'amour qui le liait à lui. La stratégie de Bismarck consiste à se rendre indispensable tout en restant indépendant. Il déteste les principes et privilégie la confrontation au compromis. Cette attitude suscite partout de vives oppositions. Le chancelier de fer devient la cible des journaux satiriques. Il est représenté comme un tyran voulant soumettre les petits États sous le casque à pointe prussien ou comme Hercule avançant sur une corde de funambule. Ses ennemis ne souhaitent qu'une chose, sa chute. Bismarck entend réaliser l'unité allemande sous la houlette de la Prusse en unifiant le territoire jusque-là divisé en de multiples États souverains. Ce grand dessein ébranle la Confédération germanique et réserve à l'Europe 3 conflits sanglants qui font des milliers de victimes et ravagent de nombreuses villes. Je ne crois pas qu'il ait toujours fait la guerre sans scrupules. Il lui arrivait plutôt d'avoir, par moments, de brefs accès impulsifs lorsqu'il voulait absolument quelque chose. Le but de toute sa politique était au fond d'asseoir le pouvoir de la Prusse et de permettre à la monarchie de traverser indemne les mouvements révolutionnaires qui ont marqué le XIXe siècle.
les ai tous vaincus. Tous. Pour sauver notre monarchie, il fallait mener une politique adaptée à une grande puissance. Une politique soutenue par les armes. Pour commencer, il fallait rattacher à la Prusse celle qui se dit indivisible pour l'éternité, la province du Schleswig-Holstein. Lors de la bataille de Düppel, avec l'aide de nos frères autrichiens, nous avons vaincu les Danois. Et nous nous sommes partagés le butin. Le duché de Schleswig est allé à la Prusse, et ceux de Saxe-Lauenbourg et de Holstein à l'Autriche. Ensuite, il y a eu la rupture avec l'Autriche. La fameuse guerre fratricide marqua la fin de la Confédération germanique. Tout le monde était contre cette guerre, même mon propre roi. Et après la victoire à Sadova, ils étaient tous ravis. Et mon roi aussi. Moi, j'ai gardé la tête froide. Je préconisais la modération. Je ne voulais pas de défilé triomphal en Vienne. Avec l'aide de Dieu, nous avions fait un pas en avant. Mais nous étions encore bien loin de notre objectif. Oui, voilà. Aux yeux du chancelier de fer, tous les moyens sont bons pour forger la nation allemande. Dans le sud de l'Allemagne, la population s'oppose longtemps à la prussification totale et à l'annexion à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Bismarck finit par convaincre le roi Louis II de Bavière en faisant pression sur lui et en lui offrant de menus présents. Murat! Murat! Vous voulez détruire l'œuvre de ma vie? Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Alors maintenant, vous allez m'écouter. Jamais, au grand jamais, je n'ai soudoyé qui que ce soit. Pas plus avec les fonds Welf qu'avec l'argent des banquiers juifs. Vous allez immédiatement effacer cette phrase. Je ne paie pas les gens pour qu'ils me soutiennent. Votre Altesse, vous devez comprendre. Dans tous les actes, on lit que vous avez... Mensonges, balivernes, ce ne sont que des calomnies, de la diffamation. Le roi Louis II de Bavière ne s'intéressait qu'à son château de Neuschwanstein. Il accumulait les dettes. Qu'est-ce que je pouvais y faire s'il avait décidé de vendre son peuple à cette fripouille de Richard Wagner? Excellence, vous avez toujours obligé les gens à se plier à votre volonté. Tout le monde, même le roi. Et je crois bien qu'il ne le supportait plus. Parce que moi, je n'ai pas souffert. Mais ces femmes qui se mêlaient de tout, toujours à venir mettre leur grain de sel dans ma politique. La reine Augusta et sa bru Victoria. Elle ne voulait pas entrer en guerre contre la France. Moi, je le voulais. Tout était élaboré comme une partie d'échecs. C'était parfait. Mais ces femelles ne l'avaient pas compris. Et si tout ne s'était pas déroulé comme vous l'aviez prévu? Désolé, il n'y a pas de si en politique. Il fallait construire l'unité allemande à tout prix. Encore une fois, par le sang et par le fer, ce qui impliquait d'entrer en guerre contre la France. Ma troisième et dernière guerre était un chef-d'œuvre stratégique. Ce sont les Français qui ont déclaré la guerre. Tout a été déclenché par la dépêche d'Ems. Il m'a suffi d'en retirer quelques mots bien choisis, et j'avais obtenu ce que je voulais. Il ne me restait plus qu'à attendre et à saisir ma chance quand elle se présenterait. Après la grande victoire, les Allemands étaient enfin unis sous l'autorité de la Prusse. Par la suite, à Versailles,
Il a été difficile de convaincre Guillaume Ier de devenir empereur. J'ai parfois souhaité être une bombe, pour pouvoir tout réduire en poussière. Après le triomphe est venue la récompense. La forêt de Saxe et le titre de prince. Aucun d'eux n'a pu me résister. Aucun. Der König war absolut wütend. Le roi est entré dans une colère noire contre Bismarck quand ce dernier lui a proposé de devenir empereur allemand et non empereur d'Allemagne. Au dernier moment, le roi a finalement accepté. Après la cérémonie du couronnement, quand le nouvel empereur a descendu les marches, il a complètement ignoré Bismarck et ne lui a plus adressé la parole pendant des semaines à cause de cette querelle au sujet du titre. Ils me considéraient tous comme un monstre. Un homme froid, avide de pouvoir. Mais tout ce qui est humain n'est que provisoire. Anobli, le chancelier du Reich est désormais un héros national dont la stature dépasse presque celle de l'empereur. À la surprise générale, Bismarck amorce un changement radical dans sa politique extérieure en déclarant que l'Empire allemand est saturé. Il entend ainsi apaiser les craintes des puissances européennes quant à une éventuelle poursuite de l'expansion allemande. En cas de crise, il aura maintenant recours à la diplomatie au lieu de gouverner par le sang et par le fer. De ces trois guerres, il a tiré l'enseignement suivant. Si un quatrième conflit éclatait en Europe, l'existence de l'Allemagne et de l'ordre international européen serait menacée. Ainsi, il a retenu que l'Allemagne, en tant que puissance centrale au cœur de l'Europe, devait se fixer pour objectif la conduite d'une politique de paix. Dès lors, il a mené une politique visant à empêcher la formation d'une constellation d'États qui isolerait l'Allemagne, tant sur le plan géopolitique que sur le plan militaire. Partout dans le monde, Bismarck est considéré comme le plus grand homme d'État européen de son temps. 6 mois avant sa chute, il reçoit la visite inattendue d'un collaborateur de l'inventeur américain Thomas Edison. Theodor Wangmann veut rencontrer Bismarck pour lui présenter une machine révolutionnaire, avec laquelle il souhaite enregistrer la voix du chancelier. Qu'est-ce que c'est que cette machine? On dirait le corps du postillon du baron du mensonge de Munchausen. Vous savez, Sa Majesté le tsar de Russie a beaucoup apprécié cette invention. Connaissez-vous l'histoire des notes gelées dans le corps du postillon? Dans l'auberge, une fois au chaud, le corps s'est dégelé et les notes sont sorties toutes seules. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a quelques semaines, j'ai rendu visite à Sa Majesté l'Empereur. Je suis allé à Berlin pour lui présenter le phonographe et pour lui faire écouter le morceau que vous allez entendre, Votre Altesse. Cette musique lui a beaucoup plu. Ça doit être les roulements de tambour de la musique militaire.
Il s'agit de la voix originale de Bismarck, enregistrée il y a plus d'un siècle. Ce cylindre de cire a été restauré en 2012. Une voix venue du passé. Ce document sonore exceptionnel, qui dure 1 minute et 13 secondes, est presque incompréhensible. Votre Altesse, il est important que vous le teniez près de votre bouche. Oh, et il faut parler fort, comme si vous vous adressiez à une foule qui serait dehors devant vous. C'est le chant du canon qu'il faut que je vous fasse. In good old colony times, when we lived under the king, 3 roguish chaps fell into mishaps because they could not sing. Si votre Altesse est d'accord, j'ai dans ma valise un texte que j'ai préparé. Il s'agit d'un message de salutation pour les Allemands qui vivent de ce côté de l'Atlantique et de l'autre. Si vous acceptiez de le lire, je suis persuadé qu'en Amérique ce serait très apprécié et cela vous ferait peu de publicité. Lorsque Barberousse, le méritant empereur, parvint enfin en Terre Sainte, accompagné de sa pieuse armée, il dut traverser une montagne sèche et désertée. Votre grâce, je suis enchanté. Désormais, votre voix ira bien au-delà de votre vivant. Vous... Oh, désolé, votre Altesse, je veux dire qu'elle entrera dans la postérité. Ici, c'est moi qui dis quand c'est terminé. Bien sûr, votre Altesse. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Votre Altesse, je ne sais comment vous dire. Je n'aurais pas espéré que vous m'entonniez un tel chant. Bravo! Pourriez-vous reprendre ces paroles avec encore plus de vigueur? Cette fois, je m'adresse à mon fils Herbert. N'oublie jamais d'agir avec modération et moralité, notamment dans le travail, mais aussi dans l'alimentation. Et c'est tout particulièrement valable pour la boisson. Voilà le conseil d'un père à son fils. Ça suffira. Monsieur... Wangemann, votre Excellence. Bien, je vais prendre congé. Le chancelier ne parvient cependant pas à réaliser l'unité morale des Allemands. Réputé pour son caractère colérique, il se brouille avec tous les camps politiques. Le protestant prussien s'élève contre l'Église catholique, estimant que le pape l'a dressé contre lui. Aussi tente-t-il de la mettre sous la tutelle de l'État en instaurant notamment le mariage civil. En 1874, Bismarck échappe de peu à un attentat. 4 ans plus tard, l'empereur Guillaume Ier est à son tour victime de 2 attentats manqués. Bismarck en profite pour faire voter une loi antisocialiste. Il entend ainsi lutter contre le Parti socialiste des travailleurs, qui menace selon lui la cohésion de la société. Le chancelier demeure imprévisible. En 1880, il met en œuvre son propre socialisme d'État en créant une assurance accident, maladie et vieillesse pour les ouvriers et les plus démunis. Mais ce n'est pas la compassion qui guide ses choix. Il a essayé, en quelque sorte, d'amadouer le peuple avec la législation sociale pour resserrer les liens entre le peuple et l'État et évincer les partis politiques. Mais cela ne pouvait pas fonctionner. Je pense que l'industrialisation et les bouleversements qui ont eu lieu au XIXe siècle, tout cela est allé trop vite et trop loin pour lui. Il n'a pas vraiment eu le temps de prendre du recul pour y réfléchir. C'était un monarchiste pur et dur,
un ultra-conservateur qui suivait le cadre qu'il s'était fixé en essayant de faire preuve de stratégie et de clarté. Il n'avait aucune confiance dans le peuple. Le fait qu'un grand mouvement démocratique puisse aussi engendrer des réformes constructives, cela n'entrait pas dans son schéma de pensée. Ses pires ennemis sont issus de l'élite de l'ère wilhelminienne. Ce sont les industriels et les hommes politiques partisans de l'impérialisme qui misent sur la révolution industrielle, la vitesse et la conquête du monde. Après la mort du vieil empereur, Guillaume II exerce sur son peuple un règne sans partage. Son rêve de constituer une immense flotte maritime pour étendre l'empire colonial allemand deviendra bientôt réalité. Le vieux chancelier, retiré dans sa tour d'ivoire de Friedrichsruh, ne comprend pas ce monde nouveau pour lequel sa politique n'est plus adaptée. Sa réserve à l'égard de la politique coloniale et de l'impérialisme, sa volonté de ne se concentrer que sur lui-même et sur son rôle de protecteur de la paix, tout cela était perçu comme dépassé. Bismarck était considéré comme un homme du passé, et l'empereur Guillaume II comme le sauveur, garant d'un avenir radieux. Le peuple allemand ainsi que les acteurs politiques et sociaux se sont rendus compte après quelques années que c'était en fait une illusion et que le processus enclenché allait conduire au désastre. Votre Excellence, dites-moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez toujours été aussi prudent sur la politique coloniale. 10 ans après l'unification de l'Allemagne, je devais préserver ce qu'on avait accompli. Regardez. Voici la Russie. Et là, la France. Nous sommes au milieu. Là voilà ma carte de l'Afrique. S'il devait y avoir une alliance entre ces deux pays, alors que Dieu ait pitié de nous. Ceci était valable en 1870 et 1871. Et ça l'est encore aujourd'hui. Voilà pourquoi j'étais prudent. Mon Afrique, je la défends ici. Votre Excellence, il y a un détail que je n'arrive toujours pas à comprendre. Ferdinand Lassalle était le fondateur et premier président de l'Association générale des travailleurs allemands. Si je ne m'abuse, vous le considériez comme l'une des personnes les plus aimables et les plus intelligentes que vous ayez rencontrées. Tout à fait. Il est mort bien trop jeune, c'est une perte incommensurable. Mourir dans un duel qui ne lui était d'aucune utilité. Mais alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous détestiez tant les sociodémocrates. Avez-vous déjà oublié les attentats perpétrés contre notre empereur? La position devait être on ne peut plus claire. Les coupables n'étaient pas des socialistes, c'étaient des catholiques. Et d'ailleurs, pour être honnête, Votre Altesse, je crois que c'était le fruit de votre guerre culturelle. Faites bien attention à ce que vous dites. Vous confondez la politique et la foi, Bauer. Les catholiques, avec la soi-disant infaillibilité de leur nouveau pape, étaient de dangereux adversaires, c'est logique. Face à la religion, il n'y a pas d'argument rationnel à présenter. En revanche, contre le mouvement ouvrier, il a fallu faire preuve de stratégie. C'était la carotte et le bâton. Nous n'avions pas le choix, il fallait à tout prix les affaiblir. Quand le peuple prend le pouvoir, ce ne sont pas seulement les villas des fabricants qui brûlent. Ce sont aussi les maisons des citoyens honnêtes qui disparaissent. Le socialisme ne sera jamais qu'un rêve. J'ai toujours mis un point d'honneur à défendre mon roi. Mais il y a bien pire que les catholiques.
Vous que les socialistes. Il y a les libéraux. Tous ces discours sur la liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est libre. Chaque homme sur Terre occupe la place que le Seigneur lui a attribuée. Bon. Aujourd'hui commence une nouvelle époque, Bucher. Elle sera bien plus terrible que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais vous et moi n'aurons pas enduré cela. Santé, mon ami. Santé et... merci. Je n'aurais pas d'amis si je n'avais pas non plus d'ennemis. On ne peut pas tout être en même temps. Chaud et froid. C'est le combat qui donne à la vie tout son sens. À partir de 60 ans, je ne me suis plus fait aucun ami. Les anciens étaient tous morts. Bismarck pleure son conseiller Lothar Bucher, mort en 1892, alors qu'ils avaient presque terminé ensemble la rédaction des mémoires du chancelier. Il les retouche encore un peu, mais n'a pas la force de les achever seul. Herbert, le fils de Bismarck, publie les 2 premiers tomes peu après le décès de son père en 1898. En l'espace de quelques semaines, 100 000 exemplaires seront vendus. La famille ne mentionne pas les différends survenus entre Bismarck et l'empereur. Le 3e tome de Pensées et souvenirs ne sera publié qu'en 1921, après l'effondrement de l'Empire allemand. Six mois avant le 80e anniversaire du chancelier, son épouse bien-aimée s'éteint. Johanna. Comme tu me manques. Chaque jour, tu demandais comment vas-tu, Otto? Et ta musique. Six jours avant le 80e anniversaire de Bismarck, le jeune empereur organise un coup médiatique à Friedrichsruh. Le Reichstag de Berlin ne veut en aucun cas présenter ses vœux au chancelier, ce qui provoque l'indignation de la presse et de la population allemande. Guillaume II y voit une chance de gagner les faveurs de l'opinion publique. Il vient à Friedrichsruh en visite de réconciliation et organise une parade militaire pour l'anniversaire de Bismarck. J'espère que votre Majesté, dans son infinie bonté, acceptera que je lui présente mes remerciements. Compte tenu de ma position militaire vis-à-vis de votre Majesté, je ne saurais me permettre d'exprimer plus longuement mes sentiments à votre égard. Le jour de son anniversaire, le 1er avril, des corporations d'étudiants venus de tout l'Empire chantent en son honneur sous ses fenêtres. Qu'en pense le chancelier? Il est de coutume chez les Allemands d'aborder les choses avec un esprit critique. Mais n'en faites rien.
Soyez satisfaits de ce que Dieu nous a donné ici-bas et de ce que nous avons péniblement réussi à protéger malgré la menace armée du reste de l'Europe. Préservez ce que nous avons bâti, car cela n'aura pas été facile. Les nombreuses maladies dont il souffre l'obligent bientôt à se déplacer en chaise roulante, puis à rester alité. La dernière année de sa vie n'est plus que souffrance et douleur. Avant de rendre son dernier souffle, le 30 juillet 1898, il prononce ces quelques mots. « Faites que je retrouve ma chère Johanna ». Lors de son voyage estival dans les fjords de Norvège, l'empereur Guillaume II annonce les funérailles en grande pompe de Bismarck, qui sera inhumé dans le caveau des Hohenzollern en la cathédrale de Berlin. Dans son testament, Bismarck avait pourtant exprimé sa volonté d'être enterré à Friedrichsruh. Début août, l'empereur et son épouse Augusta Victoria se rendent à Friedrichsruh pour faire leurs derniers adieux au chancelier. Mais lorsqu'ils arrivent, son cercueil est déjà scellé. Otto von Bismarck a remporté son dernier combat. Le peuple allemand a érigé de nombreux monuments à la mémoire du chancelier de fer. Lui qui ne souhaitait qu'une simple pierre tombale portant l'inscription « Fidèle serviteur de Guillaume Ier ».